Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le cri de détresse du monde rural, confronté à la pauvreté, l'insécurité et des services sociaux quasi inexistants. Les populations expriment leur mésentente et également déplorent l'indifférence des pouvoirs publics vis-à-vis de leurs préoccupations, lesquelles cristallisent déjà les enjeux de cette élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018. À 2 semaines de la rentrée scolaire, il y a peu d'engouement observé chez des parents d'élèves à se rendre dans la librairie et pour cause, les revenus sont peu pour pouvoir leur permettre d'acheter des fournitures scolaires. Vous suivrez dans ce journal l'ambiance timide à 2 semaines de la rentrée scolaire. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le chapitre du contentieux préélectoral vient de s'achever et aucune suite favorable n'a été accordée à ces candidats recalés ayant déposé une requête au Conseil constitutionnel dans l'espoir de voir leur dossier de candidature être retenu pour cette élection présidentielle. Des précisions avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Ils sont venus confiants en espérant prendre part à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain et ils sont repartis définitivement écartés de ce scrutin. Dans le cadre du contentieux préélectoral de la présidentielle de cette année au Cameroun, le Conseil constitutionnel a eu la main lourde. Aucun des 9 candidats recourants n'a été repêché. Il se trouve tout simplement que nous n'avons pas réussi à convaincre le Conseil constitutionnel des irrégularités, de nombreuses irrégularités qui ont entaché l'examen de notre dossier au niveau des élections camerounaises. Je ne suis pas gêné, je reste serviteur de Dieu et c'est aussi ça, l'appel prophétique pour le changement des mentalités, pour l'amélioration des conditions de vie de notre pays ou de notre génération. S'il y avait un espoir, il aurait pu se trouver dans le camp d'Olivier Billet, mais celui-ci a été douché, bien que le candidat mette en avant sa déconvenue lors du paiement de son cautionnement. Les personnels de la trésorerie principale de Yaoundé étaient absents au moment où mon équipe se rend là-bas pour verser l'argent du cautionnement. Qu'il n'y avait plus personne. Dès lors, il s'interroge sur la démarche du Conseil constitutionnel. Lorsque le Conseil constitutionnel, dans une situation comme celle-ci, n'est pas capable de se servir de la part de responsabilité qui est la sienne, de la sagacité qu'on en attend, on peut se demander pourquoi est-ce que cette haute juridiction a été créée. Par ailleurs, l'occasion a été aussi saisie par les candidats recalés pour soulever des questions d'importance à leurs yeux pour un meilleur modus operandi électoral au Cameroun, notamment l'inversion du calendrier électoral et le faible taux de cautionnement à la présidentielle. Ça fait 2 fois que le chef de l'État inverse le calendrier électoral. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que le président inscrive dans la Constitution que, puisque l'élection présidentielle est l'élection mère dans notre pays, que celle-ci soit la première élection et que les autres puissent suivre. C'est comme ça que ça se passe partout. Je trouve que 30 millions, c'est comme de la loterie. Il faut mettre ça à 100 millions. On ne devient pas président au hasard. Après le verdict du Conseil constitutionnel, les candidats définitivement retenus pour la présidentielle 2018, 9 au total, peuvent donc commencer à fourbir leurs arguments pour la campagne électorale dès le 24 septembre prochain. Le SDF dénonce des manœuvres d'intimidation de ses militants à Nanga et Boko dans le département de la Haute-Sanaga. À quelques semaines de l'ouverture de la campagne électorale, des partisans du candidat Joshua Ossi ont du mal à se déployer dans cette localité où les populations dressent des attentes vis-à-vis des candidats à ce scrutin présidentiel. Charles Melingui et Ike Cyril. À quelques semaines de l'ouverture officielle de la campagne électorale,
Les populations de Nanga et Boko, dans le département de la Haute-Sanaga, égrènent un chapelet de doléances. Nous mourons dans l'obscurité, dans les ténèbres tous les jours. Ils n'ont jamais rien pu faire pour nous sortir de là. Qu'ils essayent de remédier à cette situation. C'est ce que nous attendons. Nous avons nos petits-enfants, nous chômons, nous ne pouvons pas les inscrire à l'école parce qu'on n'a pas l'emploi. L'école est devenue une affaire d'argent. Et demain après, demain, il y aura seulement les enfants des ministres et des présidents qui vont fréquenter. Et que ferons-nous, nous autres, les pauvres qui n'ont rien, nos parents n'ont rien? Qu'allons-nous faire? Les candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain sauront donc à quoi s'en tenir au moment de battre campagne dans la Haute-Sanaga. L'essentiel n'est pas de réunir les villageois et de leur donner à manger, à boire, pour expliquer aux villageois de quoi il est question. Il faut expliquer aux villageois votre plan de campagne. Mais la tâche ne sera pas facile pour les candidats en lice. Le SDF, par exemple, dénonce l'intimidation dont ses militants sont victimes sur le terrain. Nous sommes dans le fief du RDPC. Mes militants sont confrontés à beaucoup de situations. On ne les accepte pas. Mon trésorier départemental a démissionné parce qu'on lui a mis les bâtons dans les roues. Je ne donne pas son nom, mais tout le monde le connaît. On l'a même mis en prison pour ça. Dans les écoles, quand tu es dans le SDF, on ne veut pas inscrire ton enfant à l'école. Quand tu cherches du travail, on dit que tu es opposant. Le SDF qui dénonce ces manœuvres d'intimidation rappelle qu'il devrait s'agir d'un combat d'idées et non de personnes, avec comme objectif à atteindre le développement de la ville de Nanga et Boko et du département de la Haute-Sanaga. Dans le monde rural, là où l'insécurité, le difficile accès aux services de base et la montée des fléaux sociaux plombent le quotidien des populations, et pourtant, elles déplorent cette indifférence des pouvoirs publics vis-à-vis de leurs préoccupations qui sont bien connues depuis de nombreuses années. C'est un grand reportage signé Charles Mémingui et Marcelin Gansop. À cheval entre Mbandjok et Nanga et Boko, dans le département de la Haute-Sanaga, l'arrondissement de Cotin a mal à son développement. Petite balade au quartier d'Oua, considéré ici comme le centre administratif. Les populations manquent de tout. L'énergie qui nous dérange, on peut faire 1 mois, 2 mois sans énergie en côté. Une femme elle vient, elle fait sa coiffure, elle fait 1 mois. Avec sa greffe, elle ne revient plus. Ça fait que nous sommes vraiment déçus, nous sommes dépassés parce que ça ne donne plus comme avant. Et on a tous ces problèmes-là, il faut payer les impôts, il faut le loyer, il faut. Donc on ne s'en sort pas vraiment. Le quartier a été à moitié installé. Nous sommes dans l'obscurité de temps en temps avec des multiples coupures d'électricité qui vont parfois à 2 semaines sans lumière. Les routes sont crevassées avec des trous et c'est ainsi que les gens meurent quand ils tombent dans les trous avec les motos ou à pied. Nous avons enregistré 2 cas de mort. Nous avons aussi la pénurie d'eau. S'agissant particulièrement de la question de l'eau potable, le précieux liquide ne coule pas de source. Le quartier n'a pas de forage officiel. Il n'y a que des particuliers qui se débrouillent, comme le prêtre de la mission catholique qui a son forage et un voisin ici à côté. Ce sont eux qui nous alimentent à raison de 100 francs, un bidon de 20 litres. Si vous n'avez pas 100 francs, vous ne pouvez pas boire de l'eau potable. Seules quelques rivières et puits permettent aux populations d'étancher leur soif et d'accomplir les autres tâches quotidiennes de cuisine, vaisselle et lessive. La seule source du coin que voici, qui aurait pu soulager les populations, n'est pas entretenue. Si les autorités pouvaient même encore considérer ça, mais quand même c'est que les escaliers, alors c'est le genre qu'on améliore légèrement, puisque c'est une source quand même qui a une eau, on peut dire potable, parce que l'eau sort directement de la Gine. L'État, le gouvernement pouvait s'arranger seulement, c'est que le milieu soit un peu entretenu quoi. Il y a des gens qui ne sont pas nantis, qui se débrouillent avec les puits et les puits qui sont vraiment infectés à cause de la divagation des bêtes. Il y a trop de maladies hydriques ici en Cotin. Partout où vous pouvez passer, vous trouverez des hôpitaux pleins de monde qui souffrent de typhoïde, de mal de ventre et ainsi de suite. La montée des fléaux sociaux est également préoccupante en Cotin.
et notamment le vol et le grand banditisme. J'achète les petites mèches. Le matin, j'arrive, je trouve que les gros bras sont venus prendre. Ça fatigue, vraiment, ça fatigue. Ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Tu viens le matin, tu trouves qu'ils ont déjà fini de porter. Bon, le gros flou qui est même là, généralement, ils ont pris. Ils ont tout pris, ils sont partis avec. Dépassé par les événements, le maire de Cotin s'érige en pédagogue et tente de rappeler les jeunes à l'ordre. Je leur dis que la drogue est une très mauvaise chose. Avec la drogue, ils vont commettre les crimes qu'ils ne sauront même pas. Parce que quand vous êtes drogué, bon, vous faites ce que votre conscience, votre volonté ne peut pas vous permettre de faire. Les jeunes doivent rester propres dans leur esprit, dont les jeunes doivent être intègres. Un message dont on espère qu'il n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. En attendant les solutions à leurs préoccupations, la vie est loin d'être sucrée à Cotin. Dans le reste de l'actualité, les populations vivent au rythme des inondations dans les banlieues de la ville de Douala. Face à la montée spectaculaire des eaux en cette saison des pluies, automobilistes, mototaxis et usagers peinent à se mouvoir. Le calvaire de ces populations résidant notamment à Mabanda dans le 4e arrondissement de Douala. C'est dans ce reportage que signe Gladys Sidier. Quartier Mabanda, dans le 4e arrondissement de Douala, sous une pluie battante. Sur cette route qui mène au lycée, tout le monde se livre au même exercice, traverser des mares d'eau aux allures de petits lacs. À pied ou à moto, le chemin est parsemé d'obstacles. Il faut donc bien négocier la traversée pour éviter de se retrouver dans l'eau. Si certains n'ont aucun mal à traverser à pied, d'autres préfèrent se déchausser pour passer d'un bout à l'autre. Et même là, ce n'est pas gagné. Les jeunes vacanciers n'hésitent pas à prêter main forte aux commerçants du coin en échange de quelques pièces d'argent. Cependant, la traversée n'est pas toujours aussi aisée pour tout le monde. Ils sont nombreux à être pris au piège de ces mares d'eau géantes. Cette saison de pluie et la montée des eaux ont également provoqué des inondations sur le campus d'une école publique située dans un village à l'ouest du pays. Et des parents d'élèves redoutent déjà la rentrée scolaire avec ces inondations qui se multiplient à Bandoum dans la région de l'ouest. Des précisions avec Aïk Cyril dans ce reportage. Le village Bandoum, à une vingtaine de kilomètres de la Moumé, par Bafang dans la région de l'Ouest Cameroun. La vie semble calme et paisible ici, mais seulement en saison sèche. Parce que lorsqu'il pleut, voici ce à quoi ressemble le village. À quelques semaines de la rentrée scolaire, la situation de l'école publique de Bandoum est inquiétante. Vraiment, c'est très grave ici à l'école publique de Bandoum. Nous sommes vraiment tous déçus par cet état que vous voyez derrière moi. Vraiment désolé. La rentrée qui s'approche d'ici 2 semaines, franchement, si l'État camerounais ne parvient pas à faire quelque chose pour nous, c'est grave derrière nous. L'école publique est vraiment inondée. L'école est noyée dans l'eau à cause de la forte pluie qui s'est abattue sur le village. Et si rien n'est fait, à ce rythme, les enfants de Bandoum n'iront pas à l'école à la rentrée prochaine. Nous sommes face à une catastrophe qui n'est pas tellement surprenante. Et vraiment, j'interpelle maintenant le peuple Bandoum avec tout le gouvernement, parce que nos moyens sont très limités. Nous ne sommes pas capables d'intervenir par rapport à ça. Nous interpellons tous les élites et le gouvernement pour vraiment chercher à contourner ce danger qui est en train de mettre l'école en épave. Et si ça peut continuer comme ça, c'est qu'il n'y aura pas de rentrée scolaire à Bandoum. Ce sont pourtant de braves enfants qui fréquentent ici. 100% au dernier concours d'entrée en 6e et au CEP.
Bandoum regorge des talents qui menacent de disparaître si rien n'est fait pour sauver cette école. À 2 semaines de la rentrée scolaire, il y a peu d'engouement observé chez des parents d'élèves à se rendre dans la librairie. Et pour cause, les revenus sont insuffisants pour l'achat des fournitures scolaires. Du coup, la libraire s'inquiète de l'impact de cette timidité sur leur chiffre d'affaires. Reportage, Joël Essengue et Marcelin Gansop. Dans la plupart des librairies de la capitale, l'on attend désespérément les parents. L'heure n'est pas encore aux bousculades dans les rayons. On est sur ma 3 semaines de rentrée scolaire, mais c'est pas évident de ressentir ça en fait. Parce qu'apparemment les parents sont encore en train de réfléchir, d'autres sont en train de réfléchir, d'autres sont en train de trouver les voies et moyens pour pouvoir préparer cette rentrée-là. Et nous aussi, on a essayé quand même de faire, il y a des petits arrivages pour essayer de préparer cette rentrée, mais on attend encore les parents. On ne va pas aller en tenir rigueur là-bas parce que chacun connaît comment il gère son budget. Quand bien même quelques parents se présentent dans les rayons, ils se heurtent malheureusement à l'indisponibilité du livre scolaire. Les récents bouleversements intervenus dans le secteur, ils sont pour beaucoup. Il n'y a pas encore l'affluence des parents. Parce que tous les livres ne sont pas encore disponibles vu au fait qu'on a changé beaucoup de manuels scolaires. Et ils viennent avec la liste, avec les prix mentionnés déjà sur leur liste. Donc nous n'avons pas besoin de trop discuter avec les parents parce que les parents ont déjà les prix sur les listes. Mais ils ne sont pas encore, il n'y a pas encore l'affluence. Autant les libraires rongent leurs freins dans l'attente de la clientèle, autant les parents éprouvent d'énormes difficultés à préparer la rentrée de leur progéniture. À 3 semaines du coup d'envoi, c'est à peine si certains ont pu acheter un stylo. Je suis encore à zéro préparatif, parce que je n'ai pas encore eu la possibilité de m'offrir ce dont mon enfant a besoin. Faut-il toujours attendre à la fin du mois pour voir ce qu'on peut percevoir à la fin du mois et afin de pouvoir dire qu'on peut envoyer son enfant à l'école. On vit au jour le jour, on attend seulement ce qu'on va nous donner. Je n'ai pas encore commencé, je ne suis pas prête. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Moi, je suis une wedding planner. Alors, la période des mariages est passée actuellement. Là, tous les parents sont concentrés à la préparation des rentrées. Moi, j'attends peut-être d'ici la fin du mois d'août. D'autres recours aux tontines et autres crédits scolaires pour essayer de joindre les deux bouts. Cela nécessite beaucoup de moyens. Sur le champ, les cahiers, les livres, rien n'est encore fait. Et je vais comme ça de ce pas solliciter dans ma banque un crédit scolaire. Sinon, pendant toute l'année, on a essayé de faire de petites cotisations qui vont régler par exemple une partie de la scolarité. Je crois que c'est un soulagement. Ce qui laisse penser que la rentrée scolaire du 3 septembre se fera à plusieurs vitesses, chaque parent allant à son rythme. La société métropolitaine d'investissement de Douala peut-elle dissiper les réticences venant des milieux des affaires? Après avoir obtenu seulement 54% des fonds sollicités lors d'un appel public à l'épargne, l'Assemblée générale constitutive s'est réunie ce vendredi à Douala pour tracer la feuille de route consacrée au développement économique de la ville de Douala. Des précisions avec Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. La communauté urbaine de Douala ne crache pas sur les 5,4 milliards de francs CFA obtenus à l'issue de cet appel public à l'épargne en vue de la création de la Société métropolitaine d'investissement de Douala. Le montant collecté auprès des entreprises, des particuliers et des citoyens ordinaires correspond à 54% du capital projeté de 10 milliards de francs CFA lorsque l'appel est lancé le 5 avril pour fermeture le 22 mai, puis prolongé au 5 juillet dernier. Commençons donc par ce format très représentatif parce qu'il y a des souscripteurs de toutes les régions de Cameroun, les souscripteurs de la diaspora et progressivement donc tous les autres compatriotes vont entrer dans la danse pour qu'ensemble nous développions notre capital économique. Les souscriptions ont été organisées à la fois dans le littoral et dans les 9 autres régions ainsi que dans certains pays de la diaspora. Avec une valeur de l'action fixée à 10 000 francs CFA, l'appel a été encadré par la Commission des marchés financiers. Un gage de sécurité se réjouissent les intervenants. Pour faire appel à l'épargne publique, il faut passer par la Commission des marchés financiers. C'est ce que nous avons fait. Nous avons respecté toutes les
tous les critères qui permettent de se présenter devant la commission des marchés et obtenir son feu vert pour mettre en place la SMIT et collecter les souscriptions telles que vous avez entendu. Sinon, on ne se peut faire confiance, jamais dans la vie, on ne peut pas se développer. Cette confiance vient de la personne qui a incarné d'abord l'image du SMIT. Et voir des personnalités qui sont adhérées, vous avez vu dans la salle. Donc c'est une affaire de tout le monde. Donc il faut que les Camerounais se fassent confiance. La confiance, elle a quelque peu manqué pour mobiliser tout le potentiel réel de souscription, analyse des experts financiers qui suggèrent par ailleurs une meilleure communication auprès des concitoyens de la diaspora à l'avenir. L'Assemblée générale constitutive de la SMIT tenue place à l'exécution des projets dès octobre prochain. Annoncer la réhabilitation du carrefour de Koti, la création d'une forêt urbaine à Besséké ou encore la création d'une gare routière multimodale à Bonabéry, entre autres. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour faire le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Oui, Cédric, nous fallait aucune chance pour les recalés du Conseil électoral. Ils sont tombés une seconde fois pour ceux ayant introduit des recours devant le Conseil constitutionnel. Vous l'avez suivi, aucune requête qui a été déposée devant le Conseil constitutionnel n'a pu avoir une suite favorable. Il reste 9 candidats retenus par le Conseil électoral qui sont en lice pour cette élection présidentielle, malgré les différents arguments présentés devant la plus haute juridiction du Cameroun. Ces différentes requêtes n'ont pas pu prospérer au cours de cette journée où s'est tenu ce contentieux préélectoral. Désormais, tous les regards sont tournés vers la publication des listes, des bureaux de vote, le retrait des cartes d'électeurs, mais aussi cette campagne électorale tant attendue. Pour rester avec les formations politiques, on a constaté que le Social Democratic Front a du mal à se déployer dans la Haute-Sanaga. La Haute-Sanaga qui est un fief du RDP. Si on regarde des derniers résultats des législatives et municipales, mais aussi des présidentielles, pourtant, ce parti de l'opposition souhaite effectuer une percée cette année avec un nouveau candidat incarné au sein du SDF, Joshua aussi, mais vous l'avez suivi, des difficultés relatives à des pressions qui peuvent être familiales, administratives, mais aussi politiques. Pourtant, les populations dressent des attentes, lesquelles sont assez nombreuses et vont certainement faire partie de ces différents grands sujets abordés durant la campagne présidentielle. On va terminer avec Mabanda, où les populations ont les pieds complètement dans l'eau. Une banlieue du 4e arrondissement de Douala qui vit au rythme des inondations. Le problème posé, celui de l'urbanisation de la capitale économique du Cameroun, le désarroi des populations à Mabanda qui dorment, vous l'avez dit, les pieds dans l'eau, qui se réveillent également avec ces images assez désolantes de Mabanda dans le 4e arrondissement de Douala. Serge Alain. Voilà, bonsoir à vous Cédric. Excellent week-end. Hein? Excellent week-end.